Fake news de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Carola Rackete, capitaine pro-migrant, héroïne médiatique. Après avoir récupéré des migrants en mer et violé la frontière italienne, elle avait tout pour plaire aux médias français qui en ont fait une héroïne. Allahu Akbar, les médias minimisent une attaque de commissariat. Des jeunes ont mené une attaque violente contre un commissariat en Normandie au cri de Allahu Akbar. Très vite, plusieurs grands médias ont tenté de minorer les faits. Police contre écolo, les médias plein gaz. Les médias en font des tonnes sur l'évacuation à l'aide de gaz lacrymogène de militants écolos à Paris. Mieux vaut être un militant vert que gilet jaune. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Dans la nuit du 28 au 29 juin dernier, Carola Rackete, capitaine allemande du Sea-Watch, a décidé de violer la frontière italienne afin d'amener à terre des migrants récupérés en mer par l'ONG. Un accostage violent puisqu'une navette italienne a tenté de s'y opposer et avant de se retirer in extremis, avant d'être touché tout simplement par le bateau Sea-Watch. Les réactions en Italie ont été très diverses, mais en France, les réactions médiatiques ont été unanimes. Au mieux de la neutralité et au pire, une capitaine portée au pinacle. On a cet exemple de Ouest France, Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch qui défie les autorités italiennes. Donc on a le terme défi qui est plutôt amélioratif pour elle. Et puis ce chapeau, elle a marqué les esprits par son engagement et sa pugnacité face aux autorités italiennes. Avec Jean-Yves, une photo très positive. Alors l'objectif, c'est de l'angéliser, et on veut tellement l'angéliser qu'il y a une auréole, un petit flou, oui, un petit halo au-dessus, au-dessus de sa tête. C'est une sainte, cette femme, c'est sûr. En tout cas, c'est une photo qui est très positive. Très positive. Et par la faute, par l'image, par le texte et par l'image. Exactement. Le Figaro, qui également titre Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch qui défie Matteo Salvini et qui donne immédiatement, pour ouvrir l'article, parole à la capitaine. Ce n'était pas un acte de violence, seulement de désobéissance. Et puis 20 minutes s'interroge. Qui est Carola Rackete ? L'article rédigé commence comme cela. Dans son navire, 42 migrants épuisés, sauvés en pleine mer, ont enfin pu mettre pied à terre. Et dans le corps de l'article, c'est redit. Carola Rackete a déjà pris sa décision. Elle va achever sa mission et ramener les 42 migrants épuisés qu'elle transporte à terre. Donc Jean-Yves, on la voit... On voit que finalement, c'est une sainte qui ramène des migrants c'est une sainte qui ramène des migrants. C'est pas des migrants d'ailleurs, c'est des clandestins. Bon, voilà, le mot migrant est un mot de novlangue qu'on finit par utiliser par lassitude, par répétition. Oui. Mais ce sont des clandestins. Ce sont des clandestins qui ont été livrés à cette capitaine d'ONG par des passeurs. Et qui sont épuisés, donc. Et alors, ils sont épuisés. Alors, peut-être, je ne sais pas s'ils sont épuisés ou non, mais effectivement, ils sont restés en mer longtemps, précisément de la faute de Madame Rackete, qui, au lieu de les redéposer tout simplement près du port de départ, c'est-à-dire la Tunisie, a tenu absolument à les déposer en violant la frontière italienne en Italie et en causant d'ailleurs un abordage avec un bateau de la police italienne. Voilà. Donc c'est quand même violent puisqu'elle est responsable d'un abordage. Elle l'a d'ailleurs reconnu. Oui, elle a dit que elle l'a expliqué par la peur, voilà. Bon. Alors, ce qui est intéressant dans cet article de 20 minutes, c'est une phrase vers la fin de l'article. Si pour certains, elle est une héroïne, pour Matteo Salvini, c'est plutôt un caillou dans la chaussure. Alors, cette phrase, en fait, c'est un exemple de fausse neutralité journalistique, puisqu'elle est construite pour montrer théoriquement deux côtés opposés d'une opinion.
C'est-à-dire que pour certains, elle serait une héroïne, et donc on s'attend à ce que le journaliste enchaîne en disant pour d'autres, elle est une délinquante ou une criminelle. Eh bien non, d'un côté c'est une héroïne, et de l'autre c'est une personne gênante pour Matteo Salvini. Donc pour un journaliste français et journaliste de gauche, il en existe quelques-uns, bah, c'est doublement une héroïne en fait. Donc c'est une petite manipulation insidieuse qui est intéressante à noter. Pile je gagne, face tu perds. Voilà. C'est ça le pluralisme médiatique français. Ouais, et mais c'est assez vicieux, donc il faut le noter. Mais les auditeurs, les web téléspectateurs connaissent la technique. Oui. Le Monde également, eh bien, se prononce dans cette affaire en donnant la parole dans une tribune à 8 présidents d'ONG. L'arrestation de Carola Rackete est inacceptable. C'est un déni du droit de la mer, des conventions de Genève de 1951 sur le droit des réfugiés. Et dans la tribune est ainsi écrite « La décision de forcer l'entrée dans les eaux italiennes était motivée par l'état de santé précaire de certains des passagers. Carola Rackete a osé défier un gouvernement qui bafoue les principes élémentaires de sauvetage et de premier accueil. Elle sauve ainsi notre honneur, l'honneur perdu de l'Europe. » Et l'Obs prend position de manière encore plus claire qu'en donnant la parole à d'autres, puisque le titre de l'article en question « 10 choses à savoir sur la capitaine Courage du Sea-Watch 3 ». Et même élément de langage, Capitaine Courage, dans le JT de M6, le 1245, Capitaine Courage. Et Laurent Geoffrin, bien lui, dans Libération, il décide carrément de la comparer à Antigone. Sea-Watch 3, l'Antigone de Kiel. Kiel, c'est la ville dont elle est originaire en Allemagne. Et dans cet article, eh bien, Laurent Geoffrin écrit « Si je ne suis pas acquitté par la justice, je le serai par l'histoire, dit-elle. Comme Antigone, elle a fait passer les considérations humaines avant la mauvaise raison d'État. Capitaine d'un navire humanitaire, elle avait à son bord une quarantaine de migrants dont l'État ne cessait d'empirer. Bravant l'interdiction, elle a fait accoster son bateau. Souverainiste, Salvini exerce sa souveraineté. Il a fait embastiller l'Antigone de Kiel, qui risque en théorie 10 ans de prison, alors même que le droit maritime, dans l'esprit en tout cas, est formel. Un navire a le devoir catégorique de sauver des naufragés et les pays où celui-ci peut trouver refuge de leur assurer un point d'atterrissage sûr. Mais Salvini n'a que faire des conventions internationales qui ne valent rien aux yeux d'un nationaliste. La jeune femme est donc en prison et les migrants menacés d'expulsion. On voit que une comparaison avec Antigone, c'est prestigieux. Ah ben c'est très prestigieux et c'est en même temps très faux. Parce qu'Antigone, elle s'opposait au pouvoir. La capitaine Rackete, elle est soutenue par les principaux pouvoirs en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire malheureusement pas les pouvoirs d'État, mais le pouvoir des juges et le pouvoir médiatique. Donc elle est soutenue par des pouvoirs. Ce n'est pas Antigone. Antigone, elle s'oppose effectivement au pouvoir d'État, au pouvoir de son frère. Mais elle, Rackete, elle bénéficie du soutien du pouvoir médiatique, du pouvoir judiciaire, on l'a vu. Donc ça, c'est une première, on va dire, pour être gentil, une première approximation. La deuxième approximation, c'est l'affaire des conventions internationales. Alors les conventions internationales, c'est des textes très généreux, qu'on peut interpréter... Très généreux et généreux, finalement. Oui, mais qu'on peut interpréter dans un sens ou dans un autre. La Convention internationale sur le droit de la mer, sur les réfugiés, ne disent pas ce qu'on veut leur faire dire dans le sens politiquement correct. Mais, à contrario, on va regarder. Il y a une convention sur les monuments historiques qui impliquerait qu'on reconstruise Notre-Dame à l'identique. Macron va en faire à sa tête. Il y a des conventions sur les malades, sur les handicapés, qui impliqueraient qu'on continue à laisser vivre Vincent Lambert, Eh bien, Macron est parfaitement heureux que l'alimentation soit interrompue. Il y a une convention sur le droit des autochtones à défendre leur identité. C'est nous les autochtones ici, les autochtones européens. Je ne sache pas qu'on l'applique, on s'en passe. Donc, ce qu'on appelle l'état de droit à grand renfort de sucre, c'est quand même une tromperie absolue, puisque c'est simplement l'interprétation des textes dans un sens politiquement correct et quand ça arrange. Voilà. Alors, on parlait du soutien apporté à Carola Rackete. Il y a une cagnotte qui a été lancée pour aider la capitaine du Sea-Watch qui avoisine aujourd'hui le 1 million d'euros de dons. Et Jean-Yves, les médias ont été plutôt silencieux. Alors, il n'y a pas trop d'enquête sur la provenance des fonds, quoi. Non, alors, il y a sûrement des fonds particuliers, bien sûr. Il y a sans doute aussi des fonds d'ONG. Enfin, en tout cas,
on pourrait s'interroger, on s'est interrogé sur la provenance des fonds. Pour d'autres cagnottes, on pourrait s'interroger aussi pour celle-là. Mais là, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis je pense qu'effectivement, il n'y aura pas peu de risque de censure de cette cagnotte sur la version allemande de Litchi. C'est le même groupe, mais je pense qu'il y aura moins de problèmes de censure. Alors, on parlait de soutien à cette personne. Après le soutien médiatique, eh bien, vient donc le soutien des juges, comme vous l'aviez mentionné, Jean-Yves. Puisque Le Monde nous l'apprend, la capitaine du Sea-Watch a été libérée en Italie sur décision des juges. Donc on voit qu'effectivement, il y a, après les médias, il y a le relais qui est passé aux juges, tout simplement. Et alors, dans cet article du Monde, Jérôme Gautret, correspondant du Monde à Rome, rédige ces lignes qui démontrent finalement assez parfaitement la partialité de nombreux journalistes français. La juge a rappelé une évidence qui s'était un peu perdue ces derniers jours dans le tourbillon de haine qui s'est abattu sur la jeune volontaire de l'ONG Sea-Watch. Le choix de débarquer les naufragés à Lampedusa allait de soi, la Libye et la Tunisie n'étant pas considérés comme des pays offrant des ports sûrs. Alors la juge italienne et le journaliste du Monde n'ont semble-t-il pas suffisamment écouté le débat entre André Berkoff et Rokhaya Diallo sur LC. La loi internationale maritime dit qu'on doit les amener dans le port le plus proche. Or, le plus proche, excusez-moi, c'est pas Lampedusa, c'est la Tunisie, qui, que je sache, n'est pas un pays dictatorial en guerre. Pourquoi il n'y a personne en Tunisie? Deuxièmement, il y a des pays qui sont des pays richissimes, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, etc., qui n'ont pas accueilli depuis des années qu'il y a cette question migratoire, pas un, je dis bien, les travailleurs, oui, esclaves, oui, mais pas un. Je crois que cette affaire, elle montre vraiment l'opposition totale entre d'un côté un gouvernement légitime qui gagne élection après élection, qui est le gouvernement dans lequel participe le ministre de l'Intérieur Salvini, et de l'autre côté des individualités financées, on ne sait trop par qui, les ONG financées par Soros, les médias totalement à la remorque des ONG de Soros, et un juge. C'est une juge qui a pris une décision contraire à ce que manifestement souhaitait la majorité des Italiens. C'est un déni de démocratie. Mais avec la bénédiction des médias. Effectivement, et c'est la bénédiction pour la sainte Carola Rackete. Sainte Carola Rackete. Après Greta Thunberg. Oui, après Greta Thunberg, on a des icônes. Hein. Passons au zapping. De la même façon que si vous prenez les statistiques de l'administration pénitentiaire, c'est statistique, c'est public, hein, vous apercevez qu'il y a un taux d'étrangers qui est incomparablement supérieur en prison au taux d'étrangers dans la population résidente en France. Le Code du patrimoine protège Notre-Dame avec la protection de monuments historiques. L'UNESCO, on a ratifié, on a demandé à ce que l'UNESCO protège et que ça soit un grand site de l'UNESCO. L'UNESCO a classé Notre-Dame parce qu'elle avait cette silhouette-là. Toutes les règles internationales, la loi française nous oblige à restaurer Notre-Dame dans le dernier état historique connu. Donc le président de la République n'a rien à dire, n'a pas son mot à dire. Je veux passer, je suis désolé, je ne comprends pas pourquoi de simples citoyens ici ne peuvent pas circuler. Je veux passer, je suis désolé, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. En fait, cette école, c'est un peu le village d'Astérix. Quand les enseignants, les parents et le maire ont appris la fermeture prochaine de l'école, ils se sont retroussés les manches. Du coup, ils ont obtenu un moratoire. Mais il y a tout de même peu de chances que l'école reste ouverte. On est 25 de moyenne par classe, 25 élèves par classe, donc on est loin de manquer d'élèves, vraiment. Et donc on voit aucune raison de fermer ces écoles. Cette école, c'est l'âme du village ? C'est l'âme du village, c'est la vie de la commune, c'est la relation avec les parents, c'est le lien social. Effectivement un problème de droit des femmes, mais à mon avis, si on voulait vraiment protéger les femmes, on interdirait le bikini plutôt que le burkini. Dans un monde où on est bombardé d'images de femmes en taille de guerre, c'est plutôt le bikini. Ben justement, Voltaire rigolerait autant. Voltaire rigolerait autant d'interdire le bikini que d'interdire le burkini, mais à mon avis, c'est aussi absurde l'un que l'autre.
on forme de manière express un peu tout le monde à la détection de la radicalisation, et notamment dans l'administration pénitentiaire. Vous avez des gens qui, en une journée ou 2 journées de formation, on leur explique comment détecter un fondamentaliste islamiste qui est prêt à passer à l'acte, alors qu'on a dit qu'un mécréant pouvait aussi passer à l'acte. Qu'est-ce que le MEDEF peut attendre de Marion Maréchal Le Pen ? Qu'est-ce que Marion Maréchal Le Pen a à leur dire d'intéressant compte tenu de leurs responsabilités spécifiques ? Qu'est-ce qu'elle a à dire en économie ? Qu'est-ce qu'elle a à dire à des chefs d'entreprise ? Quelle est sa compétence ? Quelle est sa culture ? Quel est son acquis ? Quelle est son expérience ? Dans tous ces domaines, c'est zéro. Marion Maréchal a une école, par avec exemple. une école lamentable, Mais oui, qu'est-ce qu'elle avec apprend ? une école Qu'est-ce qu'elle lamentable apprend à ces avec jeunes ? une école Ça lamentable m'intéresse, moi. avec une vingtaine d'étudiants qui sont de niveau académique à pleurer de rire, avec des conférenciers qui disent tous la même chose, c'est-à-dire rien. Je m'appelle Louise, je suis une des étudiantes au niveau académique à pleurer de rire, dont vous parliez ce matin sur RTL. J'étudie en Bac+4 à l'ICEP, après avoir obtenu une licence d'études européennes et internationales, et suivi 1 an de master d'histoire à la Sorbonne. J'ai également publié dans la revue de Défense nationale. Je parle anglais, espagnol et japonais. J'espère vivement que vous accepterez l'invitation de notre directrice Marion Maréchal à venir donner une conférence à l'ICEP afin que vous puissiez vous faire une idée plus précise de notre école que vous qualifiez de lamentable. À bientôt. There might be some media out there. What do you think? You think there might be a couple of cameras? It's possible. Rid of them. Fake news. Great term, isn't it? You don't have a problem in Russia. We have. You don't have. Проблемы все у нас, да. You might have. You still have. That's crazy. Bien, dans le zapping, j'aime beaucoup la séquence finale où Trump et Poutine s'entendent pour rigoler sur le dos des journalistes et leurs fake news. Et donc Trump se plaint des fake news des journalistes et Poutine lui dit « Mais mon brave monsieur, chez nous aussi ». Voilà, c'est assez amusant. Voilà. Alors, on retrouve aussi notre affaire de droit, avec Rickner, qui est le grand spécialiste de la tribune de l'art, le grand historien de l'art, grand spécialiste de l'art, qui défend, lui, la position d'une reconstruction à l'identique de Notre-Dame, reconstruction à l'identique qu'il considère comme obligatoire en fonction précisément des conventions internationales sur lesquelles, là, M. Macron va tout à fait s'asseoir ou a la volonté de s'asseoir. Donc ça prouve bien que les conventions internationales, on en prend, on en laisse. Voilà. Il y en a qu'on prend, il y en a qu'on laisse. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Séquence un petit peu triste sur la fermeture d'écoles rurales, et qui est emblématique de la politique du gouvernement. Alors évidemment, les médias ne le précisent pas, mais pourquoi on ferme des écoles rurales ? Tout simplement pour récupérer des postes, pour pouvoir dédoubler les classes de cours préparatoires dans les banlieues de l'immigration. Il y a aussi le fait de concentrer dans des grosses zones écolières plusieurs classes en même temps. Oui, mais c'est l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de récupérer des postes. Voilà. Oui. De recentrer, oui, mais de récupérer des postes. Et pour récupérer des postes, pour les mettre dans les banlieues, eh ben, on les retire dans la France périphérique. Voilà. C'est tout à fait clair. Alors, dernier point, Duhamel est quand même assez extraordinaire. Type remarquable, titulaire d'une brosse à reluire d'or au bobard d'or, ce qui sert tous les pouvoirs. Mais là, il en mérite encore une, tous les pouvoirs depuis un demi-siècle. Et donc, évidemment, Marion Maréchal n'étant pas exactement du côté du pouvoir, il sort une diatribe totalement dénuée de fondement, par exemple. Il parle de conférences, d'abord, s'agissant de... C'est pas des conférences, c'est des cours. Il dit qu'elles sont totalement dénuées d'intérêt, alors qu'il n'en a entendu aucune. Ouais, enfin, il est vraiment dans le... Tous les conférenciers disent la même chose, c'est-à-dire à peu près rien, je crois. Oui, voilà. Comment il peut ? Il a assisté... On dirait qu'il parle d'un plateau de RTL. Oui, tout à fait, voilà. Bon, mais ça, c'est tout à fait typique de la tendance... On éditorialise sur des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne prend même pas la peine de connaître. Quant à dire Marion Maréchal n'est pas
prix Nobel d'économie, non, ben, sans doute pas. Mais le MEDEF, quand il organise ses universités d'été, c'est pas non plus des prix Nobel d'économie qu'il invite. Oui. Là, il voulait faire un débat sur le populisme. Exactement. Et ben, effectivement, c'est assez justifié d'interroger Marion Maréchal. Voilà. Passons au deuxième sujet. Allahu Akbar, les médias minimisent une attaque de commissariat. C'est un sujet qui a beaucoup fait parler cette semaine, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, un peu moins dans les salles de rédaction, même si c'est Le Figaro qui a d'abord diffusé la nouvelle, un commissariat de l'Eure attaqué par des jeunes au cri d'Allah Akbar. Aux alentours de 2h du matin, une quinzaine d'individus cagoulés ont attaqué en lançant des projectiles, tirant également des mortiers. Sur les images de vidéosurveillance, on aperçoit 2 agents de garde tenter de contenir les tirs. Les fonctionnaires ne semblent pas du tout préparés à un tel assaut. Des fumigènes, des éléments pyrotechniques ainsi que des pavés sont jetés sur les policiers. Plusieurs fonctionnaires ont entendu Allahu Akbar et bande d'enculés de Français. Très vite, la toile s'est enflammée. Les personnalités politiques se sont exprimées, par exemple Marine Le Pen ou encore Éric Ciotti. Et face à cet emballement politique et populaire, eh bien, les médias se sont intéressés à l'affaire. Pour calmer le jeu, évidemment, on a par exemple l'AFP Factuel qui a sorti un papier tentant de minimiser l'attaque, mais la palme revient à cet article du Parisien écrit par Cyril Simon, sur lequel nous allons nous attarder quelques instants. Attaque ou incident limité, que s'est-il passé devant le commissariat de Val-de-Reuil ? Ni blessés, ni dégâts majeurs, ni vidéo virale, l'épisode de tension survenu dans la nuit de jeudi à vendredi n'aurait pu avoir qu'un faible écho. Seulement, l'ambiance est toujours aussi crispée. Pourquoi ? Cela tient principalement en 2 mots, Allahu Akbar, une expression prononcée à plusieurs reprises selon les syndicats. Le syndicat Alliance parle d'un acte d'une violence inouïe, la mairie, elle, d'un incident limité et hélas devenu banal quand la chaleur de l'été amène les jeunes à rester dans la rue. Après la victoire de l'équipe de football d'Algérie face au Sénégal, un groupe d'adolescents se dirige vers le commissariat, pour la plupart encagoulés. 3 courtes vagues de heurts plus tard, les individus quittent la zone. Au total, quelques dizaines de mortiers d'artifice et environ 115 morceaux de pierre ou de béton ont été jetés. Les dégâts sont limités, écrit le journaliste. Contacté par Le Parisien, la sous-préfète rejette catégoriquement le qualificatif d'émeute urbaine. Donc Jean-Yves, on voit que pour le journaliste, c'est léger. Enfin, on voit qu'il y a une tentative de minimisation. Écoutez, vous et moi, quand il fait chaud, l'été, on attaque les commissariats en s'étant préalablement cagoulés. C'est tout à fait normal. Logique, oui, bah oui, vraiment, on comprend pas pourquoi on en fait toute une histoire. Hein, puisque c'est ça l'esprit du. Alors là, c'est du journal. C'est le maire qui parle. Mais on sent que c'est un peu les médias reprennent un peu. Alors, incident limité. 1, c'est l'attaque d'un commissariat. Pas mal quand même. Ouais, oui. 2, avec des mortiers, c'est-à-dire des gros feux d'artifice, hein, qu'on tire, qu'on n'utilise pas dans leur destination normale vers le haut, mais à l'horizontale vers une cible. 3e, on a trouvé 115 morceaux de pierre. C'est quand même pas, c'est pas tout à fait négligeable. Et la logique, au fond, si le Figaro n'en avait pas parlé, bravo le Figaro, là on les critique souvent, on peut le dire. Si le Figaro n'en avait pas parlé, bah finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Les Français n'auraient pas su ce qui se passe à Évreux et sans doute dans beaucoup d'autres. En tout cas, le journaliste le reconnaît. Finalement, Le Parisien n'aurait pas fait d'article s'il n'y avait pas eu cette mention à la Akbar reprise par le Figaro. Oui. C'est quand même inquiétant. Et puis les termes 3 courtes vagues de heurts, c'est un peu. C'est vrai que c'est d'un parti pris médiatique total. Il y a un autre article où on voit que le commissaire dit que ça n'a pas duré 2 heures. Ça n'a pas duré 2 heures, ça veut dire que ça a quand même duré pas mal de temps. Ça dure entre 30 et 40 minutes. Entre 30 et 40 minutes d'attaque, c'est pas court. Hein. Mais pour Le Parisien, ça n'aurait pas fait l'objet d'article. Non. Alors, Le Parisien s'interroge également sur l'expression Allahu Akbar. A-t-elle été prononcée ? La préfecture ne s'avance pas. Du côté syndical, on assure faire confiance aux agents présents, tout en refusant de surinterpréter ces paroles. C'est juste de la provocation, du grand classique. Donc, Jean-Yves, on voit que, pareil, on essaie de minimiser en n'affirmant pas que ça a eu lieu. Je crois que le Allahu Akbar, c'est un marqueur identitaire. C'est-à-dire que les gens qui veulent se sentir totalement différents, qui se sentent totalement différents, qui veulent se différencier totalement des Français de souche, eh bien, ils s'identifient à l'islam et à l'islam
combattant, à l'islam conquérant. Voilà. Et a priori, c'est courant. Indépendamment du fait qu'ils aillent ou non à la mosquée, d'ailleurs. Mais a priori, c'est courant comme slogan. Mais c'est courant, bien sûr, oui. Oui, c'est ça l'aveu, en fait. Ouais. C'est ça l'aveu, c'est qu'on a une islamisation généralisée et un islam utilisé comme marqueur identitaire. Oui, parce que ce sont certainement pas, enfin, je ne sais pas, mais... c'est pas des théologiens. Oui, voilà, c'est pas des musulmans rigoristes, à mon avis. Et alors, on a une vidéo intéressante de Messia sur la comparaison entre la répression policière contre les Gilets jaunes et contre cette attaque. La colère sociale blanche a été réprimée de manière impitoyable, pendant que justement la colère d'un certain nombre, qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs, la colère de racailles qui attaquent des commissariats avec des cocktails Molotov, avec des cris Allah Akbar, et je n'ose même pas dire les insultes qu'on a tenues à l'égard de la France et des Français, qui elle n'est absolument pas réprimée, n'est absolument pas punie. C'est sûr que si les Gilets jaunes avaient attaqué un commissariat ou ces identitaires avaient attaqué un commissariat, les Gilets jaunes, aux 20 heures. Il y a eu une manif récente dans les Gilets jaunes qui n'étaient plus les Gilets jaunes historiques, mais les Gilets jaunes, où il y a eu une tentative d'attaque de commissariat. On en a parlé déjà, ça c'est clair. Et en plus, il y a eu une autre affaire. Alors, il y a eu la fausse intrusion, ou la prétendue intrusion à l'hôpital Necker, qui a été montée en épingle sur une base, en fait, totalement inexistante. Là, on n'est même plus dans le deux poids, deux mesures. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que les perturbations, les troubles à l'ordre public, ils viennent toujours des mêmes endroits, c'est-à-dire des banlieues de l'immigration. Attaque de commissariat, mariage perturbé, perturbation à l'occasion de mariage. Et les journalistes d'ailleurs ne donnent pas les noms. On ne donne jamais les noms, jamais les raisons. Les bornes d'incendie vandalisées, alors ça c'est chic parce que c'est du street pooling. Street pooling, bon, voilà. Tout ça est quand même systématiquement les troubles dans les piscines aussi. Tout ça est systématiquement le fait des mêmes catégories de population, des mêmes origines géographiques, et c'est occulté systématiquement par les médias, qui sont bien obligés d'en parler un petit peu de temps en temps, parce qu'il y a quand même les réactions sur les réseaux sociaux. Mais il n'y aurait pas les réseaux sociaux, ça serait le silence total sur ces événements qui sont graves, notamment par leur répétition. Effectivement, passons au tweet. On va commencer par des choses un peu légères. Le médiateur de Radio France change de sexe. C'est Radio Trans maintenant. Voilà. Alors je ne sais pas si la patronne, camarade de promotion de Macron, Sybille Veil, va s'appeler Sébastien peut-être pour suivre le mouvement. Si Léa Salamé va devenir Léon Salamé. Enfin, on peut tout imaginer là maintenant. C'est un effet de mode. Hein, donc, sinon, ça serait un peu réactionnaire de leur part de ne pas le faire, je trouve. Hein, je les mets en garde là-dessus. Il faut quand même avancer dans le progressisme, pas laisser seulement le médiateur percer les voies, si j'ose dire. Voilà. Alors, il y a aussi un autre
un autre tweet particulièrement humoristique, c'est que Le Monde s'indigne que les médias d'État de Hong Kong qualifient de casseurs les opposants au pouvoir chinois qui veut augmenter les droits d'extradition, ses droits d'extradition. Et donc, il reproche au pouvoir d'État d'accuser ses adversaires d'être des casseurs. Ça vous rappelle rien, Nicolas? Ça rappelle quelques petits souvenirs, Ça effectivement. rappelle quelques petits souvenirs, mais à Hong Kong, c'est très mal. À Paris, parfait. C'est pareil, j'ai vu aussi qu'il y avait une répression violente parce qu'ils avaient utilisé des bâtons. Ouais, sachant qu'il y a beaucoup moins de répression à Hong Kong que dans les rues de Paris. Enfin, c'est évident. Beaucoup plus mesuré. Bien sûr. Mesuré. Voilà, alors ça, c'est le comique, quand même, le comique un peu involontaire de ces gens-là. Alors, il y a aussi cet acteur noir qui dit « mais c'est très vilain, on est raciste, on veut pas que je joue James Bond ». Idriss Elba, oui. Voilà, Idriss Elba. Bah oui, mais sauf que James Bond, d'abord, c'est un personnage de cinéma, mais avant d'être un personnage de cinéma, c'est un personnage de roman de polar, d'espionnage, créé par Ian Fleming. Et Ian Fleming, il décrit son héros. Son héros, il est très britannique, oui. Il est blanc, il est européen, il est hétérosexuel, voilà. Alors maintenant, on veut le remplacer par un noir ou par un homosexuel parce que ça ferait avancer le schmilblick politiquement correct et puis ça permettrait de faire une opération de propagande de plus. Ben, c'est pas sûr que ça marche quand même. Hein. Y a un moment où il va peut-être falloir siffler la fin de la récréation. Alors, dans les nouvelles, toujours dans les nouvelles intéressantes, il y a le déclin de la presse locale. Bah oui, mais la presse locale, elle est tellement conformiste, tellement au service des pouvoirs locaux que ça finit par user et que on ne peut que recommander à nos web spectateurs d'aller sur Braise Info, sur tout l'ouest de la France, qui est tout l'ouest de la France, qui est vraiment un très bon site de réinformation et sur le locale, national aussi, par ailleurs. Et d'aller aussi sur Languedoc Info ou sur Toulouse Info, Info, qui sont de bons sites de réinformation qui permettent d'avoir. Il y en a d'autres, mais enfin on cite les principaux. Voilà. Alors, il y a aussi l'affaire de la libération des 2 otages en Afrique qui avait entraîné la mort de 2 commandos. À l'époque, on avait évoqué 2 possibilités. Le fait que l'intervention était due au fait que l'un des otages qu'on n'a jamais vu était un agent américain. C'est aujourd'hui confirmé par Malboino. Et on a eu aussi une autre confirmation, c'est que le général Lecointre et les généraux qui étaient présents pour accueillir les 2 otages français libérés y ont été vraiment sur ordre parce qu'ils pensaient que c'était pas tout à fait décent de le faire, mais c'était ce que vous aviez dit. Moi, j'avais mis quelques réserves en l'absence d'informations. Vous avez raison d'être prudent, mais c'est confirmé, semble-t-il, par ceux qui suivent bien. Oui, et puis a priori, ils étaient vraiment très réticents à y aller. Hein. Très réticents, mais enfin bon, ils obéissent. C'est la contrepartie de leur fonction. Il faut bien l'admettre. Dernier point où BFM s'illustre. Il se trouve qu'un spectacle de Dieudonné, lors des répétitions, a été attaqué à la voiture bélier. On voit d'ailleurs la voiture monter sur la scène. Bon, donc c'est quand même une attaque un petit peu violente. Et dans BFM, ça devient une altercation. L'altercation, c'est pas qui est coupable, qui est innocent. Puis l'altercation, c'est pas forcément foncer en voiture sur une scène et sur des gens. Alors, je sais bien que Dieudonné est un personnage qui n'est pas en odeur de sainteté. Contrairement à Carola Rackete. Contrairement à Carola Rackete. Mais quand on traite quand même un fait, il n'est pas interdit de traiter le fait avec un minimum d'objectivité, tout simplement. Même si on n'aime pas la victime, voilà, il faut quand même avoir un minimum d'honnêteté. Ça rappelle l'attaque du commissariat. Pendant 40 minutes, des centaines de projectiles et on parle de heurts. Quoi, voilà. De toute façon, angélisation, diabolisation, minoration, majoration, c'est toujours c'est le déséquilibre fondamental, bien au-delà du bobard. Bien au-delà du bobard, l'essentiel du fonctionnement médiatique, c'est le déséquilibre. Et c'est ce qu'on va voir dans le dernier sujet. Police contre écolo, les médias plein gaz.
Ce 28 juin, à la mi-journée, des militants d'une association écologiste manifestaient dans Paris et ils ont tenté de bloquer le pont de Sully, mais rapidement les policiers sont arrivés et après un temps de calme, les policiers ont commencé à faire évacuer le pont à l'aide de gaz lacrymogène. On va voir la vidéo tout de suite. Alors, il y a eu un traitement médiatique massif de cet épisode. Tous les médias ont évoqué ce gazage sur les militants. C'est déjà un symbole fort puisque les médias n'ont pas toujours fait autant de cas des violences policières dans d'autres circonstances. On a par exemple 20 minutes. Les images de l'évacuation violente de militants pacifistes suscitent l'indignation, ou encore BFM, ce que l'on sait sur l'évacuation polémique des militants. Et puis, il y a eu des prises de position engagées de certains journalistes, comme par exemple Jean-Michel Apathy. On voit des policiers, des CRS, tête nue, ils ont enlevé le casque, donc ils ne se sentent pas du tout en danger, arrosés de gaz lacrymogène avec une petite bombe, mais très près du visage. Des militants écologistes qui sont assis, qui ne sont pas violents, qui sont donc très pacifiques et qui ne méritent pas ce traitement. Après avoir rappelé le pacifisme des militants, Jean-Michel Apathy s'est attaqué à Christophe Castaner. C'est une attitude telle qu'on la voit sur les images, à la fois dangereuse, agressive et évidemment disproportionnée. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a attendu 48 heures, faut quand même le noter, c'est-à-dire dimanche après-midi, pour demander des comptes au préfet de police. C'est bien le moins. Et on espère qu'on aura des comptes rapidement et qu'on aura une explication précise de ce qui s'est passé avec ces policiers, qui a donné l'ordre d'agir comme ça. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, je pense que c'est très difficile pour Castaner, et même pour le gouvernement en général, puisqu'ils ont justifié face aux Gilets jaunes, ils ont justifié l'usage de la répression policière en expliquant qu'il n'y avait pas de violence policière, puisque les violences policières étaient par définition légitimes, ce qui est vrai d'ailleurs qu'on considère. Et les médias ont suivi cette Et les médias ont suivi en disant la violence policière elle est légitime, puisqu'il faut rétablir l'ordre, et pour rétablir l'ordre, il faut utiliser la violence. Alors, ça peut être la violence par le canon à eau, ça peut être la violence par le matraquage, ça peut être la violence par le flashball, par le tir de grenades lacrymogènes. Il faut reconnaître d'ailleurs que le gazage auquel on a assisté, c'est presque le premier degré de la violence par rapport à d'autres violences beaucoup plus dures. Mais on a dit, pendant 6 mois, c'est légitime, il faut bien rétablir l'ordre, ce qui d'un certain point de vue est vrai. Ou alors on n'a même pas dit tant que ça par ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu autant de couverture peut-être. On ne peut pas dire d'un côté, c'est normal, on peut faire autrement, pour des faits quand même infiniment plus durs, et puis de l'autre dire non, mais c'est insupportable. D'autant plus que là, ça se passe à Paris. Mais qui est le préfet de police de Paris ? C'est monsieur Lallement, qui a été nommé précisément parce qu'à Bordeaux, il avait réprimé et fait réprimer de manière extrêmement dure les Gilets jaunes. On se souvient d'ailleurs de cette scène où un gilet jaune qui se trouve être un pompier volontaire est tiré au flashball de dos et plongé dans le coma à la suite de cela. Eh bien, c'est à la suite de cet acte que M. Lallement a été nommé préfet de police à Paris. Donc, on trouvait à Bordeaux très bien des choses infiniment pires que ce qu'on pourrait lui reprocher à Paris, mais c'est sur les écolos. Alors attention, sur les gilets jaunes, il y a le permis de tir, sur les écolos, espèces protégées. Alors c'est effectivement le parallèle qui est le plus évident, qui saute le plus aux yeux, celui avec les violences policières qui ont eu lieu lors des premiers mois de mobilisation des Gilets jaunes. Et nous avons même retrouvé une vidéo tout à fait similaire au gazage des militants écologistes contre des Gilets jaunes. C'était en janvier dernier. Ce gazage-là, qui est d'ailleurs... c'est loin d'être la violence la plus dure qu'ont subie les Gilets jaunes. Alors vraiment, de très très loin, c'est pas la violence la pire. Mais on n'en a évidemment jamais entendu parler. Jamais entendu parler. On n'a pas d'ailleurs entendu parler, en tout cas pendant les premiers mois, des éborgnés, des tirs tendus de grenades ou des tirs de LBD. J'ai un petit souvenir pour les téléspectateurs d'Immédiat. La réaction d'un expert au JT de TF1, alors que les premières violences policières, ça commençait un petit peu à sortir après des mois, mais malgré tout, la réaction était assez amusante.
Vu la violence inouïe des casseurs, eh bien, il n'y a pas eu, à première vue en tout cas, de bavure. Pas de mort, pas de blessés graves. Et de l'avis de tous les experts, c'est la preuve de beaucoup de sang-froid et de maîtrise. Bon, alors Jean-Yves, je ne sais pas si le terme amusant, c'est avec le recul, on se dit quand même que c'était très exagéré qu'un expert soit aussi aveugle sur les violences policières. Aveugle sur les personnes éborgnées. Exactement aussi. Ouais. Mais en tout cas, on voit qu'il y a deux poids, deux mesures assez fort. Ah oui, qu'il y a déjà eu d'ailleurs avant avec la manif pour tous et les veilleurs. La manif pour tous a été présentée comme violente, alors que Dieu sait si elle ne l'était pas. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, peut-être pas assez d'ailleurs. Et qu'elle a subi quand même une répression parfois assez forte, avec des enfants qui ont été gazés. Et là, par contre, on avait, même si les médias en parlaient, il y avait beaucoup de moqueries de la part de certains observateurs. Beaucoup de moqueries en disant, bon, enfin quoi, ils pleurnichent, ils chouinent pour pas grand-chose. On a eu les veilleurs, qui étaient des actions alors tout à fait pacifistes, pacifiques, avec des gens assis, etc. Bah oui, ils ont été évacués à coups de matraque et à coups de gaz lacrymogène. Bon, voilà. Ça n'a pas ému grand monde non plus, quoi. Alors, faut savoir, on peut pas dire à la fois, bah, il faut que la police rétablisse l'ordre. Dans certains cas, elle a droit à tous les moyens, même les pires, et dans l'autre, elle n'a pas le droit aux moyens, même malgré tout, les plus anodins. Mais encore une fois, il y a d'un côté les plans de chasse et de l'autre les espèces protégées. C'est vrai qu'il y a d'un côté les écolos et de l'autre les identitaires. On voit bien d'ailleurs qui menace le pouvoir. Parce que la limite de cette affaire, les écolos, ils s'appellent... Extinction Rébellion. Extinction Rébellion, bon voilà. C'est quand même une rébellion très confortable, hein, parce que quand on a une rébellion qui est soutenue par les médias et soutenue par le pouvoir politique, par Marion Cotillard, par les personnalités qui aiment bien se propulser et faire parler d'elles, bon, c'est quand même assez confortable. Hein, c'est des rebelles en mocassins, ça. Alors, puisqu'on parle de rebelle en mocassin, je ne sais pas si c'est un rebelle ni s'il porte des mocassins, mais Jean-Michel Apathy, et puisqu'on a parlé des Gilets jaunes, a un excès de lucidité, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais en tout cas, il a relié dans son intervention par rapport aux militants écolos, eh bien, il a relié son intervention aux Gilets jaunes et il a demandé des nouvelles des plaintes déposées par les Gilets jaunes victimes de violences policières. Est-il normal que 7 mois et demi après les premières manifestations, on n'ait aucune nouvelle des plus de 250 enquêtes déclenchées par l'inspection générale de la police nationale sur les policiers? Évidemment que non, c'est pas normal. Il arrive à de bonnes positions, Apathy, avec un petit peu de retard. Enfin, mieux vaut tard que jamais, hein, parce que nous, sur Immédiat, si vous avez suivi Immédiat, vous saviez depuis plus de 6 mois qu'il y avait quand même des choses très graves qui se passaient sur le terrain. Mais bon, Apathy, il vient. Allez. On le prendra peut-être en chroniqueur, pourquoi pas. Peut-être, enfin, on lui donne un petit coup de chapeau. Pourquoi pas. Sera, alors là, un coup de chapeau à Apathy sur Immédiat, il va pas s'en remettre. Alors, en parlant de coup de chapeau, avant de terminer cette émission, Jean-Yves, vous avez non pas un, mais 2 coups de chapeau. Et 3 si on compte le vrai coup de chapeau à Apathy. Alors, un coup de chapeau à Valeurs Actuelles, qui réalise un entretien très intéressant avec Ardisson, à l'occasion de son départ de la télévision. Donc ça, c'est un entretien tout à fait intéressant. Bah, bravo à Valeurs Actuelles d'avoir fait ça. Et puis, un petit coup de chapeau à Conflit, qui nous sort un numéro de géopolitique. C'est leur métier, la géopolitique des migrations. C'est un numéro tout à fait intéressant, dont je recommande la lecture à nos web spectateurs, parce qu'il ne faut pas seulement regarder les écrans, il faut aussi lire. C'est vrai. C'est noté, les conseils de lecture sont pris. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.